Aujourd'hui, chacun voit bien que circulent dans les mêmes canaux de communication des éléments appartenant à des registres tout à fait différents. Des connaissances, scientifiques ou autres, des croyances, des informations, des opinions, des commentaires, beaucoup de commentaires et des bobards. Et chacun voit bien que les statuts respectifs de ces divers éléments ont tendance à se contaminer, à s'hybrider, au point parfois de devenir indiscernables. Comment, en effet, distinguer une connaissance établie de la croyance d'une communauté particulière, un commentaire d'un préjugé, une information d'un bobard? Et puis, par ailleurs, il y a 3 petites questions auxquelles nous allons nous intéresser pendant cette heure. Question 1. Comment expliquer qu'on puisse croire à des choses tout à fait folles sans être tout à fait fou? Question 2. Advient-il que le délire soit l'aboutissement d'un cheminement dont toutes les étapes sont, sinon rationnelles, du moins explicables? Question 3. Pendant combien de temps est-il possible de rester enfermé dans une forteresse de crédulité et par quel processus peut-on en sortir? Pour répondre à ces 3 questions, j'ai le plaisir de recevoir Gérald Bronner. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes professeur de sociologie à l'université Paris-Sorbonne. Et vous venez de publier un livre qui répond parfaitement aux 3 questions, qui s'intitule Exorcisme, qui vient de paraître chez Grasset. Gérald Bronner, je vous avais reçu plusieurs fois à cette émission. Oui, en effet. Mais c'est en lisant ce livre que j'ai appris qui vous étiez. Je me dévoile un peu. Oui. Vous l'avez échappé belle. Oui, je crois qu'on peut dire ça. En effet, je l'ai échappé belle, puisque le récit s'inaugure en fait sur mes années de prime adolescence, c'est-à-dire 13 à 15 ans, je dirais, où je viens d'un milieu très modeste, populaire. Et c'est pas une fatalité, mais en l'occurrence, j'ai fait partie de ces jeunes d'origine modeste qui ont été un peu tentés par la toute petite délinquance, qui est pas vraiment d'ailleurs une délinquance pour obtenir de l'argent à proprement parler, en tout cas dans mon cas, mais pour obtenir peut-être de la reconnaissance, de la protection, de pas être soi-même une victime. On joue un peu les durs, même si j'en avais ni l'âme ni le corps. J'ai essayé un peu, mais dans ces essais, beaucoup de mes camarades bien ont payé beaucoup plus cher que moi. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis passé entre un peu, j'ai jamais fait rien de très grave, mais je suis passé un peu entre les mailles du filet. Et le simple fait d'être passé entre les mailles du filet a constitué pour le croyant que j'allais devenir comme une preuve d'une forme de protection, en quelque sorte. Ou que vous étiez élu. Absolument, c'est ça. Mais plusieurs fois dans votre livre, vous dites, Gérald Bronner, que vous avez été miraculé. Alors, oui. Parce que vous n'avez pas été à un rendez-vous, pour un vol par exemple, ou en d'autres occasions. C'est bizarre ce terme, miraculé. Ben vous voyez, quand on... Plutôt que chanceux. Quoique la chance pourrait être interrogée aussi à un niveau métaphysique, hein. Je ne sais pas si la chance est quelque chose qui existe plus que le miracle. Mais c'est vrai que quand on chasse Dieu par la porte, il a tendance à revenir par la fenêtre, et notamment par le vocabulaire et les métaphores que nous utilisons. Le caractère miraculeux ici, c'est surtout une forme d'improbabilité, c'est-à-dire que j'ai eu à plusieurs reprises la chance de passer entre les mailles du filet, je le disais, et puis même pour d'ailleurs mon parcours personnel, je dirais que les statistiques soulignent qu'il y a quand même une reproduction des inégalités dans notre pays assez massive, et ne serait-ce que pour ça, je suis un peu un miraculé, parce que je suis aujourd'hui professeur d'université, vous l'avez dit, je viens d'un milieu modeste, j'en tire aucun orgueil particulier, mais j'ai conscience des faibles probabilités qui étaient les miennes au moment de la ligne de départ. Vous êtes un professeur d'université qui a une certaine expérience, et même une grande expérience de la rue. Grande. Vous avez passé beaucoup de temps dans la rue, vous avez passé... Oui, comme beaucoup de jeunes de mon âge, sans doute, on traînait, c'est ce que je raconte, et le fait de traîner est important parce que ça veut dire qu'on s'ennuie. Donc on fait des bêtises, mais on s'ennuie beaucoup. Moi, ce qui me caractérisait quand j'étais jeune, c'est l'ennui. Avec beaucoup de créativité, je crois quand même, mais peut-être parce que je m'ennuyais, et donc l'envie d'écrire, j'ai commencé à écrire très jeune, des poésies, etc., mais aussi du coup de réécrire le monde. C'est-à-dire d'essayer de le plier un peu à mon désir. Je trouvais que le monde était décevant, triste. J'habitais en Lorraine, faut dire à Nancy. Oui, il faut préciser le lieu, plus précisément peut-être dans la banlieue de Nancy. Ah oui. Alors j'ai grandi mes premières années à Vendeuvre, dans la banlieue de Nancy, et puis ensuite Nancy, c'est une ville que j'adore par ailleurs, mais bon, le ciel est souvent très bas, hein, elle pèse sur nos têtes comme un couvercle, comme dirait le poète, et donc on s'y ennuyait, l'horizon était un peu limité, et ça donne parfois envie, oui, de repeindre le monde de couleurs, et je l'ai fait avec plusieurs de mes amis, sauf que c'était pas des couleurs, c'était des croyances fantastiques. Avant d'y venir, est-ce que vous êtes livré à des expériences de pensée un peu comme celles que
Pierre Bayard décrit dans ses livres, qu'est-ce qui se serait passé si, par exemple, au moment où vous dites que vous avez été miraculé parce que vous n'avez pas rejoint vos camarades pour aller voler dans un pavillon, Oui. qu'est-ce qui se serait passé si vous les aviez suivis? C'est-à-dire si vous avez suivi à peu près la même trajectoire que certains d'entre eux. Ben c'est une question tout à fait légitime pour ce qui me concerne, parce que effectivement, c'est ce qu'on appelle des pensées contrefactuelles. Et ce genre de pensée contrefactuelle me hante. Je me demande sans cesse qu'est-ce qui se serait passé si. J'ai même l'impression parfois de vivre dans plusieurs mondes possibles différents. Et c'est pour ça que j'ai un peu de mal à retenir mon attention. Ceux qui vivent à mes côtés vous diront que je suis agaçant de distraction, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois aussi que cette rêverie-là, c'est une rêverie qui regarde les autres mondes. Donc oui, je suis passé de peu, et il y a des frayeurs rétrospectives qui parfois me font me réveiller, oui. Vous avez été bagarreur? Oui, En tout cas, tout est relatif, mais oui, mais c'est un milieu où vous n'avez pas le choix. D'abord, on faisait tous des sports de combat. Je trouve que je pratique encore la boxe. Vous voyez, aujourd'hui, c'est un ersatz de ce qui me reste, mais je souris toujours parce que je suis bien obligé de dire la vérité. C'est vrai qu'on se battait un peu, mais en même temps, c'est un peu risible parce que moi, j'aime pas du tout la violence physique. C'est pas du tout quelque chose que j'exalte. Et c'était un peu contre nature. Mais quand vous voulez survivre dans un univers où vous êtes testé sans cesse sur vos capacités à vous défendre, vous êtes obligé de le faire. Mais en même temps, vous l'avez un peu dit tout à l'heure, vous sentiez le besoin de nourritures intellectuelles que votre milieu ne vous offrait pas. Oui. Donc il y avait une forme de colère, on le sent entre les lignes. Même vous le dites à un moment, vous dites que vous étiez en fait tout le temps en colère. Oui. J'étais très en colère parce que je pense que je me voyais comme un chevalier blanc. Je trouvais que le monde était décevant d'abord parce qu'il n'était pas fantastique, il était odieusement réaliste. Et puis les gens se comportaient mal, ne tenaient pas leurs paroles, arrivaient en retard. Moi, oui, je suis quelqu'un même quand j'essaye, je n'arrive pas à arriver en retard. Je suis extrêmement prévisible. Enfin, c'est moi qui vous ai attendu au café d'aujourd'hui. Hein. Ah, la traîtrise, je ne m'attendais pas à ça, mais vous avez raison. C'est vrai, parfois j'arrive en retard, mais j'ai vraiment une culture de garçon poli malgré tout. Et donc oui, j'étais en colère, certainement. Mais ces nourritures intellectuelles qui vous manquaient, mais comment est-ce que vous pouviez savoir qu'elles vous manquaient alors même que vous n'y aviez pas accès? C'est peut-être une reconstruction ex post aussi. Vous savez, il faut toujours se méfier de celui qui revient sur ses pas et raconte son histoire. Mais en même temps, je crois être sincère quand je dis que lorsque j'ai découvert la chambre de mon oncle, qui, elle, était tapissée de livres, alors que chez moi, il n'y en avait que 2. Il y avait un livre sur les extraterrestres et la Bible, je me souviens très bien. Ni l'un ni l'autre m'intéressait beaucoup à cette époque. Quand j'ai vu ces livres, j'ai eu le sentiment d'habiter là. En fait, que c'était un pays duquel j'avais été en quelque sorte extradé et que j'en avais le souvenir, une mélancolie d'un monde que j'avais pas connu. J'ai l'impression que c'était ça, en tout cas, mon monde de destination. Mais vous racontez les choses avec beaucoup de détails, de très très grande précision, comme si vous aviez une mémoire complète de tout ce qui s'est passé, alors que vous dites que votre famille était victime d'un mal endémique qui est l'amnésie. Et oui, donc vous êtes le seul à vous souvenir avec autant de détails de votre adolescence. Alors l'amnésie, c'est plutôt une amnésie collective, c'est-à-dire que comme souvent dans les milieux modestes, on ne tient pas de journal intime, par exemple, on ne tient pas de chronique de la famille, ce qui fait que le souvenir collectif s'arrête aux grands-parents. On ne sait pas tellement ce qu'il y a eu aux arrière-grands-parents éventuellement, et après c'est le grand flou, ça devient la mythologie. C'est pour ça que le monde dans lequel j'ai grandi était aussi un monde de folklore, de légendes urbaines, qui me prédisposait à croire à toutes sortes de choses. Et quant à moi, j'étais, je crois, vraiment hypermnésique. Jusqu'à une vingtaine d'années. Et je me souvenais vraiment d'absolument tout, donc c'est peut-être grâce à cela que j'avais bien engrammé en quelque sorte les souvenirs et les détails de cette histoire. Mais malheureusement, depuis, j'ai perdu beaucoup de ces capacités cognitives. Je le regrette avec beaucoup de nostalgie. Je ne me souviens plus des visages, des prénoms, bien sûr des numéros de téléphone, mais qui s'en souvient grâce au portable maintenant. Enfin, j'ai besoin de prothèses mnésiques. Mais heureusement, je vis dans un monde où j'en ai beaucoup. Alors, qui étaient vos parents? Vous en parlez un peu de votre père, puis de votre beau-père. Oui, ma mère, c'est avec ma mère que j'ai grandi, parce que mon père a quitté le foyer quand j'avais à peu près 5 ans. Bon, ma mère a fait beaucoup de choses, elle a vendu un peu des fruits, des légumes, mais le gros de sa vie, elle était femme de ménage.
Elle s'est remariée assez vite avec mon beau-père, qui est d'origine portugaise et qui était livreur de nuit. Et qui est comme un second père pour moi, que j'aime tendrement. Et voilà. Mais assez vite, vous le dites, vous avez abrité en vous l'idée que vous valiez mieux que ça. Oui. Sans avoir de modèle de référence. C'est ça. J'ai l'impression que le milieu dans lequel vous étiez, c'est comme la mer pour les poissons, c'est-à-dire une sorte d'environnement dont on voit pas l'extérieur. C'est vrai. Après, je me méfie de ce sentiment d'être différent parce que je pense qu'on l'a tous un peu. Disons que chez moi, il était rationalisé ensuite par le fait que j'ai été un nomade social et que j'ai pu découvrir d'autres mondes culturels, celui de l'université, celui des livres, etc. Mais c'est vrai que tout petit, le fait d'avoir été le seul à ne pas être baptisé, par exemple. J'ai 2 frères, une sœur, et je suis le seul, je suis au milieu, pourtant de la fratrie, à ne pas avoir été baptisé, etc. Ça me donnait un sentiment un peu de différence. Et puis les adultes m'applaudissaient beaucoup, parce que j'ai parlé très tôt, très vite, et donc je jouais un peu le singe savant, c'est-à-dire que les adultes étaient ébahis de ce que je faisais semblant de savoir, parce qu'évidemment je faisais semblant, et donc ça m'a construit un peu d'une certaine façon, et puis je crois beaucoup aux histoires qu'on se raconte. Je souffre beaucoup qu'on raconte aux gens d'origine modeste aujourd'hui, même si on a raison de rappeler la reproduction des inégalités, je souffre qu'on ne leur propose des récits sociaux, disons que fatalistes. Parce que je crois que ces récits peuvent être performatifs. Je pense qu'il faut rêver un peu contre les probabilités, malgré tout, même si je sais que ça fait un peu « allez, on y va », winner ou je ne sais pas. Il faut surtout pas sous-estimer le caractère performatif des récits qu'on se fait à soi-même. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir un environnement très encourageant. Et donc, j'ai pu me construire sans trop de difficultés. Alors, on a parlé alors je ne sais pas quelle période exactement, 13-15 ans. Oui. Disons, bon élève, mais apprenti délinquant en même temps. Ouais. Mais c'est pas de ça qu'on va parler, c'est plutôt le fait que assez rapidement vous allez croire à des choses absolument incroyables. Oui. Et vous expliquez pas à pas comment vous êtes arrivé à penser notamment que Nancy était une ville particulière du cosmos, qui allait bientôt accueillir l'apocalypse, la fin du monde. Oui. C'est ce qu'on pourrait appeler une croyance délirante, si je puis me permettre. C'est une croyance délirante dans son contenu, absolument. Et la question est comment est-ce que cette croyance a pu vous toucher de façon aussi convaincante? Et puis, une fois qu'elle vous a envahi, est-ce que c'est une sorte de vie psychique parallèle qu'on mène dans sa vie ordinaire, ou est-ce que ça contamine toute la vie? Alors, d'abord, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, à la suggestion quand même de mon éditeur, Christophe Bataille. J'en avais pas forcément eu l'idée moi-même, mais si j'ai été convaincu de l'écrire, c'était pas tant pour me raconter moi-même, parce que j'avais peur que ça n'intéresse personne, pour le coup, mais pour prendre mon exemple, pour détailler un peu à la pince à épiler, en quelque sorte, les étapes qui peuvent conduire, sans vouloir généraliser ce qui m'arrivait à moi, mais je pensais que ça pouvait quand même servir d'exemple idéal typique. Qu'est-ce qui se passe quand on est constitué normalement intellectuellement? Je pense pas que je relevais de la psychiatrie, bon, j'en sais rien, mais je pense pas que j'étais fou du tout. Et pourtant, je me rappelle bien avoir cru à des choses folles. Alors, effectivement, comment cela arrive? Il faut un ensemble de coïncidences. Les coïncidences, c'est vraiment peut-être les étapes qui m'ont conduit vers ces croyances folles. Les coïncidences, c'est le désir. Parce qu'à l'origine, je vous l'ai dit, j'avais quand même la volonté que le monde soit différent. Et ça, c'est un moteur que tout le monde ne possède pas. On n'a pas tous envie de divorcer du réel. Moi, j'avais cette chose-là. Et cette chose-là peut s'incarner pour le pire ou pour le meilleur. Dans un premier temps, elle s'est incarnée un peu pour le pire pour moi, puisque ça m'a conduit à me dire que il existait peut-être un monde derrière les apparences. Voilà, qu'en réalité, j'avais raison d'espérer un autre monde, parce que le vrai monde n'était pas celui que je voyais. Mais on se radicalise pas, ça c'est un premier élément fondamental, tout seul. Il est rare de se radicaliser tout seul, et moi, j'ai cherché d'abord des compagnons. J'ai essayé d'en convaincre un certain nombre, j'ai pas réussi vraiment. Et enfin, j'ai trouvé mon équivalent, que j'appelle Naïl dans le roman, qui existe bel et bien. Dans le roman, vous dites? Oui, dans le récit autobiographique. C'est pas un roman, vous avez dit que tout était vrai. Tout est vrai, mais c'est en même temps écrit à la forme romanesque. J'espère que ça se lit comme un roman, en tout cas. Et donc, Naïl, que j'admirais beaucoup, qui venait de la même banlieue que moi d'ailleurs, et qui était taekwondoka. Donc, quand je me suis mis à faire moi-même du taekwondo, parce que je vous disais, on faisait tous un peu des sports de combat, etc. Je découvrais cet individu qui avait un peu le même âge que nous, mais qui était beaucoup plus mature.
alors que nous, on se chicanait sans cesse. Il avait beaucoup de tendresse pour nous. Il était conseiller. Il n'était pas du tout dans la violence, la délinquance. Une sorte de grand frère. Une sorte de grand frère qui avait notre âge. Voilà. Et par ailleurs, bref, il avait beaucoup de charisme. Et un jour, il m'a fait cette confidence qu'il était capable de sortir de son corps, de faire de ce qu'on appelait la projection astrale, de la sortie hors corps. Et évidemment, j'y ai vu là la confirmation de ce que j'attendais depuis toujours. J'attendais qu'on me fasse un signe. Le matin même, d'ailleurs, j'avais adressé une sorte de prière comme ça au ciel, parce que j'en avais assez de cette vie un peu terne. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, voilà, c'est la porte d'entrée. Mais c'est la première porte d'entrée. C'est-à-dire que l'escalier de la radicalité a des marches qui sont toutes petites, si petites que vous ne vous apercevez pas, que vous êtes en train de vous éloigner du sens commun. Et peu à peu, pour la faire très rapide, parce que c'est largement détaillé dans le roman, et puis on va pas raconter ici le roman, eh bien nous avons cherché d'abord des façons de confirmer ce qui était d'abord des blagues. On blaguait au départ, et puis ces blagues sont devenues un peu comme des intuitions. Et ces intuitions nous ont conduit, par exemple, à fouiller les murs de la ville, des cathédrales, des églises, à chercher des symboles religieux. Et puis, on a bientôt vu des drôles de graffitis gravés dans la pierre du palais ducal. On a cherché le sens. Ça nous a conduit à lire des livres, à aller à la bibliothèque de Nancy, dans les archives. Et peu à peu, à imaginer toutes sortes de choses. Mais ce qu'il faut bien que les auditeurs comprennent, c'est que ces choses étaient logiques à nos yeux. C'est-à-dire qu'il y a eu un entrelacement de coïncidences. Et ce que nous ignorions, et ce que j'ai appris bien plus tard en tant que sociologue, c'est que lorsqu'on interroge le monde avec une curiosité particulière, le monde nous répond. Il nous répond dans le sens de nos attentes. Nous ne connaissions pas encore à l'époque le biais de confirmation, mais nous avons été totalement terrassés par ce biais de confirmation. En fait, vous parlez de coïncidences, Gérald Bronner, mais en fait, c'est des coïncidences qui ne disent rien, sauf que vous projetez sur elles du sens. Vous les faites parler au-delà d'elles-mêmes. D'abord, on les fait parler, c'est un peu une herméneutique, comme ça, on se met à lire le monde, mais c'est ça la caractéristique du symbole. La pensée symbolique, c'est pas une pensée analytique. La pensée symbolique, c'est une pensée qui fait des rapports entre les choses. Et alors, évidemment, il y avait aussi des coïncidences numériques. Par exemple, le 22 était un chiffre très important pour nous, parce qu'il y avait 22 arcanes majeures dans le tarot, qu'il y avait 22 lettres hébraïques dont nous nous servions pour faire des pentacles, un peu de la magie, parce que oui, nous nous intéressions aussi à la magie. Et Naïl et moi étions nés à 22, nous habitions à 22, enfin, vous voyez, je pourrais multiplier les exemples comme ça, c'est tout à fait risible, hein, j'en suis d'accord. Mais à l'époque, il y a un moment donné, quand un croyant est confronté à un certain nombre de coïncidences, et c'est valable pour toutes les religions, pour toutes les croyances, le croyant se sent en devoir de croire. Parce que quand l'univers, lui semble-t-il, lui envoie des signes, il lui paraîtrait ingrat de ne pas répondre. De le décevoir. Voilà. On se dit, j'ai la chance d'être le réceptacle, en quelque sorte, de signes qu'on m'envoie. Évidemment, on ne comprend pas que c'est nous qui nous les envoyons à nous-mêmes. Que ce serait une ingratitude incroyable que de rabattre ça sur le hasard. Parce que dans le fond, c'est pas pour rien que j'ai écrit plus tard un livre qui s'appelait Les coïncidences, nos perceptions du hasard. Je suis très intéressé par la perception du hasard. Dans le fond, ce que notre cerveau a beaucoup de mal à faire, c'est d'admettre dans ses réflexions la part du hasard. Le hasard est un hôte indésirable de la pensée humaine. Alors on y reviendra, mais je voudrais qu'on parle un peu de cette fameuse triade nancéienne, Gérald Bronner. Parce qu'il y a quand même une petite page là que j'ai envie de lire, qui est pour moi l'archétype du délire. Je vous en prie, je vous en prie. Voilà. Alors vous parlez justement d'un texte qu'a écrit votre ami Naïl et mon oncle Jean-Luc. Ouais. Voilà. Moi j'y suis pour rien, là pour le coup. Ainsi donc Nancy, la ville aux portes d'or, annonçait-elle par son nom même le destin que nous n'osions imaginer. Le texte écrit par Jean-Luc et Naïl était un volume de rapprochement symbolique entre l'histoire des Celtes, la configuration de la partie la plus ancienne de la ville et des récits ésotériques, ceux de l'alchimie notamment. N'était-il pas évident qu'une cité construite sur les marais, évoquant le plomb, trouvant son aboutissement dans un cœur historique, la place Stanislas, faite d'or, ne pouvait qu'évoquer puissamment le cheminement alchimique qui conduit vers la pierre philosophale. Transformer le plomb en or n'était pas une fin pour l'alchimiste, il visait le plomb de l'âme qui doit se faire or pour faire advenir le Dieu qui est en chacun de nous. Nancy déployait donc dans sa topographie même le parcours de l'alchimie transcendantale. Oui. C'est complètement frappé. C'est frappé, mais pas
pas totalement illogique d'une certaine façon. C'est-à-dire, il y a évidemment une tradition qui est très ancienne, qui imagine que à l'intérieur de l'être humain, il y a des formes de ressources qui feraient de nous des dieux absconditus deus es. Voilà, tu es un dieu caché. Et donc, il y a une très longue tradition dont l'alchimie est une des déclinaisons, qui a cet espoir de revenir à cet état divin, et c'est ce que nous imaginions à l'époque. Sauf qu'en plus, nous y ajoutions le fait que Nancy était une ville qui, effectivement, topographiquement incarnait cela, et donc elle devait forcément avoir un rôle majeur à jouer dans l'histoire de l'humanité. Surtout que le 22 que j'ai évoqué, vous le retrouvez sur la place, derrière la place Stanislas, il y a 22 statues de Dieu, et qui correspondent peu ou prou aux 22 lames du tarot. Et quand nous avons découvert ça, avec en plus des symboles apocalyptiques autour de cette place, nous nous sommes dit, on nous a laissé un message ancien, qui date en l'occurrence du XVIIIe siècle, et notre devoir est de le transmettre. Et je vous accorde que tout ça est délirant, bien sûr, mais pourtant nous n'étions pas fous. Et vous aviez quel âge à ce moment ? Là, nous avions 16, 17 ans, 18 ans. Oui. Vous étiez au lycée. Et est-ce que ça se voyait en classe, par exemple, ou est-ce que vos professeurs remarquaient qu'il se passait de drôles de choses dans votre cerveau ? Non, absolument pas, parce que nous le cachions comme un précieux trésor. Nous considérions que ces informations-là, tout le monde n'était pas digne, évidemment. Il y a une forme d'aristocratie, en plus, c'est une prétention. Nous étions incroyablement prétentieux, et nous pensions que tout le monde n'était pas digne d'avoir cette information. Il fallait être initié. En fait, ce sont des récits initiatiques. Donc non, mes professeurs me trouvaient très terne, comme la plupart de mes amis, de camarades de classe, qui ne voyaient pas le bouillonnement intérieur qui était le mien. Mais tout de même, ils auraient pu savoir s'ils avaient écouté notre émission de radio. Parce que j'allais le dire, vous avez été animateur de radio. Absolument, nous sommes allés jusqu'à convaincre une radio locale de nous laisser 1 heure de radio pour exposer nos délires, il n'y a pas d'autre terme. Donc c'était pas tout à fait caché. C'était pas tout à fait caché, mais je suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'auditeurs pour cette émission de radio, je dois vous dire. Et est-ce que le sociologue que vous êtes, enfin vous êtes devenu sociologue, hein, quand on parlait de professeur d'université, c'est en sociologie, vous l'avez dit. Est-ce que ce sociologue que vous êtes aujourd'hui demeure en connexion avec l'adolescent ou le jeune homme que vous avez été ? Autrement dit, est-ce que quand vous voyez une photo de vous adolescent, vous vous dites c'est moi, ou est-ce que vous dites c'était moi ? Je dis les deux. Ce jeune homme existe encore en moi, simplement, y compris ses flux de crédulité. Simplement, je refuse aujourd'hui d'y être aliéné. J'ai sans doute toujours le sentiment que le monde est un peu décevant. J'ai toujours eu un appétit pour le merveilleux et le miraculeux. Seulement, je refuse que cet appétit se transmue en aliénation mentale. Et ce jeune homme, j'en ai besoin, y compris pour faire de la sociologie. C'est-à-dire, d'abord, je me rappelle de lui avec une certaine tendresse, et je me dis qu'aujourd'hui, si je pouvais le rencontrer, ce jeune homme, qu'est-ce que je lui dirais ? Je crois que je le laisserais faire son chemin. Je ne le démystifierai pas. Je le laisserai faire son chemin parce que sinon, c'est l'homme qui est devant vous qui en pâtirait. J'ai besoin de son chemin pour devenir le sociologue que je suis. Mais vous dites ça parce que ça s'est bien terminé. Absolument. Si ça s'était mal terminé, vous ne diriez pas la même chose. Si ça s'était mal terminé, vous ne m'auriez pas invité à ce micro, donc je ne pourrais pas vous donner ma version des faits. Mais effectivement, il y a des univers possibles où ce serait mal terminé. Ça, c'est du Pierre Bayard. Oui, absolument. Mais je crois aussi, vous savez, j'ai écrit un livre dont le sous-titre était Réenchanter le risque, vous vous en souvenez peut-être, La planète des hommes. Et je crois aussi que, la vie est imprédictible. Je suis pas du tout dans un paradigme déterministe. Je crois qu'elle est très imprédictible et qu'elle nécessite des prises de risques. Et j'ai eu la chance d'être dans une arborescence du possible où ça s'est bien passé, mais je sais qu'il y a d'autres univers possibles où je ne suis pas devenu ce que je suis là en face de vous. Mais en faisant une autre expérience de pensée, est-ce que sans ce parcours qu'on pourrait qualifier d'initiatique, vous auriez eu la même passion pour les légendes urbaines qui sont quand même un de vos sujets de recherche en tant que sociologue ? Non, est-ce qu'il faut avoir cru à ces choses pour pouvoir bien analyser, comme vous le faites, le mécanisme qui mène à des croyances folles ? Alors là, c'est une autre question. Je ne pense pas que je me serais intéressé peut-être à ces sujets sans ce passé. Par contre,
Je ne crois pas nécessaire d'être passé par là où je suis, c'est-à-dire d'avoir été intensément croyant pour pouvoir comprendre analytiquement les croyances des autres, même quand elles sont intenses ou moins intenses. Je pense que ça me donne des outils, ça me donne un avantage concurrentiel, je dirais, parce qu'évidemment, comme disait Max Weber, nous sommes d'abord notre propre laboratoire de contrefactualité. Dans toutes les sciences, quand on pose une hypothèse, c'est une hypothèse contrefactuelle, parce que ça veut dire que si ça ne se produit pas, alors autre chose se produirait. Quand on jauge causalement quelque chose, on est obligé de se fonder sur un jugement d'expérience. Et donc cela me sert beaucoup. Mais par contre, je ne serais pas d'accord avec l'idée qui est parfois défendue dans les sciences sociales qu'il faut être porteur de certaines variables pour étudier des individus qui sont porteurs de cette variable-là, ou d'en avoir été porteurs. Parce que sinon, c'est une rupture avec l'universalisme de la science. Moi, je pense qu'il y a assez d'humanité en chacun de nous pour, à condition d'y mettre un travail méthodique, scientifique, reconstruire l'univers mental d'autrui pour pouvoir le comprendre dans le sens scientifique du terme, c'est-à-dire reconstruire les raisons, éventuellement, les logiques, les compulsions qui ont pu le conduire à faire, à croire ce qu'il croit. Mais Gérald Bronner, moi j'ai lu quelques-uns de vos livres, on a même discuté de certains d'entre eux à ce micro, et j'ai l'impression que, pour reprendre un terme de physique, vous êtes progressivement transformé en votre antiparticule. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on considère que vous êtes un pape de la rationalité, vous êtes membre de plusieurs académies, vous expliquez ce qu'est la raison, comment on peut l'appliquer. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Déchéance de rationalité ». Vous êtes un pape de la raison, alors que vous avez quand même déliré au-dessus de la moyenne. Alors déjà, pape de la raison, c'est un peu oxymoral. Non, mais mais pape de la rationalité. Okay. Maître de la rationalité, si vous préférez. Non, mais je trouve que l'expression est... Vous avez commencé par délirer au-dessus de la moyenne, c'est ce que je veux dire. Oui, tout à fait, mais je pense que c'est le pile et le face d'une même pièce. Je pense pas qu'il est nécessaire, encore une fois, d'en passer par là pour être un authentique rationaliste, mais je crois qu'on sait bien ce dont on parle quand on travaille en rationaliste sur les croyances et qu'on est passé par là. Et ce qui me donne aussi le moment d'ailleurs de lever un malentendu, c'est pour cette raison que quand je travaille sur les croyances, c'est jamais avec du mépris. Je méprise pas du tout les gens qui sont porteurs même de croyances loufoques. Bien sûr, on a le droit de sourire de temps en temps, on est des êtres humains, il y a des choses qui nous font quand même sourire. Mais malgré tout, je sais toujours qu'il y a souvent plus de raisons que de bêtises, par exemple, ou de méchanceté dans des systèmes de représentation qui ne sont pas les miens. Je pense qu'il faut pratiquer par charité interprétative. La plupart de mes concitoyens, même quand ils croient à des choses très bizarres, ne sont pas stupides. Ils ont des raisons de croire ce qu'ils croient, et je pense que c'est une partie de mon travail de sociologue que de reconstruire leur système de raison. Mais attention, encore une fois, trouver les raisons d'autrui, ça ne veut pas dire leur donner raison. Ce sont deux opérations totalement différentes. Il y a toujours des systèmes de raison derrière une croyance, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une hiérarchie entre les systèmes de raison qui prétendent décrire le monde. J'ai l'impression, quand vous décrivez ces années d'adolescence ou de jeune homme, que chez vous cohabitent la raison et la déraison. C'est-à-dire que vous avez suffisamment de raison pour voir que, quand même, ça déraisonne à côté. Oui, moi. Et d'ailleurs, il y a une phrase du livre que j'aimerais vous entendre commenter, parce que je suis pas sûr d'avoir bien compris. Vous dites, on ne perd jamais toute raison, et il arrive que nous en ayons assez pour savoir ce que nous devons à la déraison. Petit commentaire de texte. D'ailleurs, je répète pour nos auditeurs. On ne perd jamais toute raison, et il arrive que nous en ayons assez pour savoir ce que nous devons à la déraison. C'est comme si on pouvait toujours faire la part des choses. Alors, on peut pas tout à fait faire la part des choses, car si on la faisait, on serait vraiment schizophrène cognitivement. C'est pas le cas, c'est plus subtil que ça. Il y a des tas de choses qu'on enfouit dans une sorte d'inconscient, mais qui est toujours à portée de main. C'est pas un inconscient freudien. C'est ce qu'on appelle par exemple la self-deception, l'illusion faite à soi-même. Et en effet, en tout cas, dans ce passage, ce que j'évoque, c'est que je commençais à avoir clairement conscience que tout ça était un théâtre pas très sérieux, mais je ne voulais pas admettre cela. J'en avais la prémonition, mais je ne voulais pas encore affronter cette réalité parce que je savais tout ce que je devais à cette déraison, entre guillemets, dont j'ai montré qu'elle n'était pas si déraisonnable que cela. C'est-à-dire cette rêverie, ce réenchantement du monde. Faut pas oublier que, à la fin de la route, le prix à payer, c'est une forme de désenchantement. Le rationalisme, c'est une belle position. C'est une position qui nous conduit, par exemple, à accepter de faire face au hasard. Laissez venir à moi le hasard, disait Nietzsche. Bon, c'est une phrase très forte de ce point de vue. Il faut beaucoup de courage pour disons, envisager l'hypothèse
que le monde n'ait aucun sens. Voilà. Nul n'est compétent pour répondre à cette question, à mon avis. C'est une question profondément métaphysique. Mais l'envisager comme une solution possible à l'existence du monde, je pense qu'il faut beaucoup de courage intellectuel, c'est extrêmement douloureux, et c'est pas forcément quelque chose de souhaitable. Parfois, notre esprit est tiraillé entre le bonheur et la vérité. Mais est-ce que les croyances qui vous ont à ce point habité vous rendaient heureux ? Est-ce que ces années dont vous parlez dans le livre, dans votre souvenir, sont-elles heureuses ? Elles sont intenses, en tout cas, mais est-ce qu'elles sont heureuses ? Oui, c'est ça. J'étais plus exalté qu'heureux, mais c'est une forme de bonheur. C'est quand même extrêmement exaltant d'imaginer que vous avez un rôle majeur à jouer dans une histoire majeure, et qu'en plus cette histoire majeure se terminera bien. Que tout le monde, toutes les inégalités disparaîtront, que le monde sera heureux. Enfin, c'est une rêverie qui est presque aussi ancienne que l'humanité. C'est le millénarisme. C'est l'idée selon laquelle l'histoire aura une fin. Et on les retrouve y compris dans les grandes idéologies. Le grand soir, c'est une forme de substitution révolutionnaire à l'idée de la fin des temps religieuse. Mais dès lors qu'il y a l'idée d'un autre monde possible, on est prêt pour ce genre d'aventure. Oui, c'est l'espoir d'un autre monde possible, qui advient d'ailleurs, on ne sait pas très bien comment, parce que quand vous regardez tous les textes, que ce soit les textes religieux ou même les textes idéologiques qui promettent un autre monde possible, cet autre monde est rarement décrit. Je ne sais pas si vous avez remarqué. On ne sait pas ce que le communisme réel sera exactement. Il n'y a pas beaucoup de pages chez Marx et Engels pour décrire ça. On décrit plutôt les processus. On était un peu dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on attendait, mais on ne savait pas très bien si on devait agir ou si on devait attendre une action extérieure. Et le problème, c'est que quand vous attendez et qu'il ne se passe rien, et que vous avez quand même envie d'agir, vous êtes confronté à cette vieille question de Lénine. Que faire ? Alors, on va faire un petit pas de côté, Gérald Brunner, parce que je reviens à votre enfance, disons 13-14 ans. Vous avez donc un beau-père qui vient du Portugal, donc les vacances de votre famille supposent de se rendre là-bas. C'est un long voyage et vous demandez l'autorisation de ne plus y aller. Oui. Vous passez 2 mois tout seul. Oui. À Nancy, à 13 ans. 13 ans, oui. Dans une page de votre livre, vous dites « J'accuse la télévision française des années 80 de n'avoir rien fait pour aider les individus désargentés aux étés sans vacances. » Absolument. Est-ce que ça a changé, même si... Je pense que ça a beaucoup changé. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, un 7 août à Nancy, par une température donc continentale, on étouffe et on peut regarder la télévision, parce que j'avais pas tellement de livres, encore une fois, autour de moi, des compétitions de golf ou de sport quand même qui me paraissent très ennuyeux, qui me paraissaient très ennuyeux à l'époque, c'est quand même très désespérant. Aujourd'hui, c'est très différent, mais heureusement que je n'ai pas eu cette offre. Heureusement pour moi qu'il n'y avait pas Internet à mon époque, qu'il n'y avait pas toute une série de chaînes là sur la TNT ou même de jeux vidéo, je me serais totalement abîmé là-dedans et je me serais pas ennuyé autant que je me suis ennuyé. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure en introduction, l'ennui a été à la fois ma douleur, parce que moi je suis allé à un ennui comme certains ont soif quoi. Et c'était ma douleur, mais c'était aussi la source de ma créativité. Mais c'est aussi pour ça que j'écris des romans en plus de faire de la sociologie aujourd'hui, et je peux pas m'en empêcher. Voilà, je peux pas m'empêcher d'écrire. C'est ma façon de vivre. Mais alors, qu'est-ce que cette télévision aurait dû vous proposer pour que cette critique que vous lui faites n'ait pas de raison d'être? Oh, franchement, à l'époque, n'importe quoi d'autre. Parce que j'étais vraiment pas un client difficile. Vous m'auriez mis un film, une série télé, des pièces de théâtre filmées même. Ça aurait été préférable. Mais là, je pense qu'il faisait vraiment les fonds d'armoire, des sports les plus improbables. Je vous promets que j'ai vu des compétitions sportives, totalement non télévisuelles. Et voilà. C'était une autre époque. Vous avez cru donc avec votre camarade et quelques autres, parce que vous avez créé un cercle, le cercle. Oui, c'est ça. Nous étions une soixantaine, donc c'était une bureaucratie presque. Oui, on était un grand groupe. 60, c'est même si tout le monde n'était pas au même niveau de connaissances ésotériques, parce que je vous dis, on protégeait nos secrets très jalousement. Mais on était un groupe de 60. Il y avait même nos mères, la mère de Naïl et la mienne, qui étaient rentrées dans le groupe. Et nous nous sommes transformés peu à peu en groupe plutôt révolutionnaire, parce que je vous ai dit, l'apocalypse, ça met un peu trop de temps.
Alors on s'est dit que la révolution, elle pourrait arriver plus vite. Nous étions naïfs. Vous étiez, dites-vous, chercheur en réalisme fantastique. Mm-hmm. La contradiction dans les termes ne vous a pas gêné? Alors le terme n'est pas inventé par nous, en l'occurrence, c'est un terme inventé par Bergier et Powers, les auteurs fantasques, surtout pour Bergier, du Matin des magiciens. Donc on l'avait lu, alors c'était tout à fait à la mesure de ce qu'on croyait, c'est-à-dire une grande salade de n'importe quoi, d'archéologie fantastique, de millénarisme, d'ésotérisme qui prétendait tutoyer la physique quantique et je ne sais quoi, sans vous donner des boutons, j'espère, mais je crois que vous connaissez les infractions de la croyance dans ces domaines-là. Et ils avaient inventé ça, chercheurs en réalisme fantastique, et on avait vu que, ils avaient inventé le réalisme fantastique et la célèbre revue Planète, et on avait vu que chercheurs en réalisme fantastique, ça faisait cerf. Et donc on s'est mis à adorer ce totem comme un animal, le cerf, et évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? On en a vu partout. Il y en avait partout. Il y avait des cerfs partout, et c'est vrai que le symbole du cerf, c'est aussi le symbole de la Renaissance, avec la figure du Christ sur certaines peintures, et à la ressemblance du cerf, il a une croix chrétienne sur son front, parce que il représente la renaissance de la nature. Et donc évidemment, pour nous, c'était encore une fois de plus, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines, une main tendue de l'univers vers nous, un clin d'œil pour nous dire qu'on était sur la bonne voie. Mais est-ce que ça veut dire que vous voyez des pareidolis à tous les étages du monde? Des pareidolis intellectuels, sans doute. Peut-être faut-il dire ce que c'est qu'une pareidolie pour les auditeurs. Hein. Allez-y. C'est le fait de voir des formes dans de la matière informe. Par exemple, quand on regarde des nuages et qu'on y voit un cheval, un visage. Alors, il y a des pareidolis visuels et des pareidolis sonores. Par exemple, il y a des sons, on dirait que ce sont des voix. Il y en a qui croient que ce sont les morts qui nous parlent, oui, des choses comme ça. Et on pourrait dire qu'il y a presque des pareidolis intellectuels, en effet. C'est-à-dire le fait de rapprocher des concepts entre eux de façon abusive, comme le fait la pensée symbolique, et tout à coup y voir un surcroît de sens. Il y a un des grands symboles que vous trouvez partout, c'est ce qu'on appelle la coincidentia oppositorum, la coïncidence des principes contraires. Parce que notre esprit, si on respecte Aristote et le principe du tir exclu, on ne peut pas concevoir qu'un objet soit à la fois A et non A en même temps. C'est le principe de base de la logique. Alors si vous arrivez à dépasser ce principe contradictoire par la coincidentia oppositorum, prenez le yin et le yang par exemple, ou deux serpents qui s'entrelacent, comme dans le caducée d'Hermès, eh bien c'est la manifestation que vous avez dépassé l'état ordinaire de l'être humain. Voilà. Et donc on cherchait sans cesse, par exemple, ce type de symbole de dépassement des oppositions. Mais ça veut dire que selon vous, à cette époque en tout cas, il n'y avait pas de hasard, tout faisait sens et signe. Bien sûr. Et vous avez ensuite travaillé comme sociologue ou épistémologue, disons, sur le hasard. Et quel discours sur le hasard, à l'époque, aurait-il fallu vous délivrer pour que vous commenciez à douter? Il eût fallu être très patient. Là, c'est une expérience contrefactuelle difficile que vous me demandez de faire. Mais ce que je sais, d'après la littérature, c'est que quand on est très croyant, par exemple quand on est dans une secte, et qu'on commence à avoir des doutes, il faut entre 6 et 8 ans pour sortir de la secte. Ça a été le temps que vous avez d'ailleurs vous-même passé à peu près. Il se trouve que c'est par coïncidence ou par confirmation, je ne sais pas, il se trouve que c'est à peu près le temps, une dizaine d'années même, que j'ai mis pour sortir tout à fait. Mais dans les dernières années, j'étais déjà très détaché de mes croyances. J'étais plus prêt à mourir pour elles, si vous voulez. Je restais éveillé à certaines coïncidences en me disant « on ne sait jamais ». Et quels sont les premiers signes et pourquoi c'est si douloureux pour le coup, les accepter? Ce qui a commencé à me faire basculer, d'abord, il y a la vie de groupe, il y a l'entropie de groupe, les déceptions humaines, tout simplement. On est déçu par un tel, par mes amis, on se disputait tout le temps. Et puis moi, j'étais extrêmement exigeant. À ce moment-là, je n'avais pas compris encore ô combien j'étais imparfait moi-même. Et donc, j'exigeais un peu la perfection des autres. La maturité, c'est aussi d'accepter et d'aimer le défaut de nos amis. C'est ce que j'ai appris à faire. D'ailleurs, tous ces amis sont encore mes amis aujourd'hui. Ça, j'en suis très fier. Et quelle a été leur réaction au livre? Ils l'ont lu et ils l'ont beaucoup aimé. Ils l'ont beaucoup aimé, mais il faut dire que pour la plupart d'entre eux, voire tous, ils ont suivi le même chemin de déconstruction de leurs croyances que moi. On a grandi ensemble. Et moi, ce qui m'a fait grandir, le pas vraiment décisif que je narre dans le livre, c'est le fait de faire de la sociologie, pas tout de suite, mais quand j'ai commencé à faire de la recherche, c'est-à-dire en master, on est apprenti chercheur quand on fait son mémoire. Et j'ai voulu travailler sur les croyances déjà, sur la superstition.
Et j'ai découvert ce qui peut paraître banal, c'est que la superstition, tant au niveau des statistiques qu'on peut utiliser, regarder, ou même des pratiques plus qualitatives, des entretiens, etc., on s'aperçoit que la superstition est souvent convoquée dans la vie des individus lorsqu'ils sont confrontés à une incertitude. Il y a d'ailleurs des métiers où il y a plus de superstition que d'autres. Les comédiens, les militaires, les pêcheurs, qui sont donc un peu confrontés à la contingence. Il y en a moins chez, je sais pas, chez les comptables. Vous voyez, il n'y a pas tellement de superstition professionnelle. Après, le comptable peut lui-même être livré à des angoisses. Et donc, j'ai découvert que la croyance pouvait servir à tenter de nous déplacer dans l'espace des possibles pour faire advenir ces univers que nous désirons plus que d'autres. C'était donc une forme de prothèse mentale. Et lorsque j'ai écrit ce mémoire, croyant ne pas être concerné au début, j'ai bien vu que c'était un miroir qui m'était tendu. J'ai d'abord pas du tout aimé ce reflet, c'est pour ça que je vous dis, je sais ce que je devais à la déraison. J'ai essayé de pas me regarder dans ce miroir, mais le verre était dans le fruit. Mais est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenu à vous-même, Gérald Bronner, votre propre laboratoire, de façon rétrospective? Oui, c'est tout à fait cela, mais je crois que tous les scientifiques le sont. Je pense que le premier laboratoire d'un scientifique, quelle que soit sa discipline, mais c'est encore plus vrai évidemment quand vous faites de la science avec de la matière humaine, si je puis dire, c'est-à-dire une matière qui est dotée d'intentionnalité. C'est ça la caractéristique des êtres humains par rapport à un nuage ou une pierre, c'est que nous sommes dotés d'intentionnalité. Donc nous devons en tenir compte lorsque nous faisons une science des êtres humains. Et donc, effectivement, j'ai été mon premier laboratoire. Cela me donnait un certain nombre d'intuitions. Après, il faut se méfier justement de ne pas généraliser une histoire qui est seulement biographique. On a des données pour cela, pour tempérer ces intuitions. Mais d'une façon plus générale, je crois vraiment que c'est le fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, de tous les scientifiques. Lorsqu'ils font de la recherche, le point crucial, celui qui relève de la croyance initiale, c'est l'imagination. C'est quand on commence à constituer des hypothèses, on essaye, c'est d'ailleurs pour moi le moment le plus jouissif de la science, écrire des articles, c'est nettement plus ennuyeux de mon point de vue, mais le moment où on essaye de trouver des réponses à des anomalies du réel, à trouver un modèle qui pourrait les absorber, ça nécessite de l'imagination, et cette imagination, elle est évidemment liée à une colonne vertébrale fondée sur nos propres expériences, je crois. Alors, je crois que vous avez fait vos études de sociologie à Grenoble. Oui. Et vous avez suivi en auditeur libre peut-être des cours de physique. Absolument. Qui étaient donnés par Yves Bréchet. Absolument. On connaît bien, physicien très connu, chimiste aussi. Est-ce que le fait d'entendre parler de physique ou de chimie vous a aidé dans ce processus de désengagement par rapport à ces croyances? Parce que quand même, l'épistémologie de la physique n'est pas la même que celle de la sociologie. Non, je dirais que c'est pas ça qui m'a aidé. Je crois que j'allais suivre les cours. C'est vrai, il aurait pas aimé ça. D'ailleurs, Yves Bréchet, à l'époque, j'allais suivre ses cours de physique pour rêver, pour continuer à rêver, parce qu'il me semblait, je croyais que les domaines comme ça, les frontières, disons, de la connaissance physique, pouvaient ouvrir de toutes sortes d'hypothèses métaphysiques. J'avais tort, mais je ne le savais pas encore. Je crois ce qui m'a le plus aidé dans les disciplines, c'est plutôt l'épistémologie et la philosophie, parce que j'ai fait de la philosophie aussi parallèlement. Et lorsque j'ai découvert ce qu'on appelle la querelle des universaux, et notamment la position nominaliste, j'ai bien senti que cette position, je la trouvais en termes de modèle descriptif supérieur aux autres. Et donc ça m'a d'ailleurs conduit loin dans ma réflexion de sociologue, puisqu'aujourd'hui, les éléments finalement qui me font me distinguer de certains de mes collègues, c'est pas tant la question du déterminisme social, etc., que la question des ontologies sociales. C'est-à-dire quelle est l'unité minimum à partir de laquelle on doit construire des modèles pour comprendre les phénomènes sociaux. Je fais partie de ceux qui croient, qui pensent, qui défendent l'idée que c'est l'individu et ses interactions avec les autres individus. Que le groupe social, évidemment une métaphore utile, mais ce n'est qu'une métaphore. Elle n'est pas dotée, disons, d'une substance causale qui pourrait rétroagir sur les individus. C'est pas une grosse molécule. Ouais, c'est pas une grosse molécule, que la notion de champ, par exemple, qui est très utilisée en sociologie, peut être une métaphore utile, à condition de ne pas la concevoir comme un champ physique, un champ électromagnétique qui organiserait de la limaille de fer à l'intérieur. Je pense que ces métaphores peuvent être utiles, mais aussi nous conduire à des formes de métasociologie, comme il existe de la métaphysique pour
la physique, si vous voulez. Donc je pense que il faut en effet une forme de parcimonie conceptuelle, un amaigrissement ontologique dans toutes les disciplines, c'est pas seulement en sociologie. Mais vous voyez, voilà, c'est autant de choses qui ont mis des années à mûrir et qui ont finalement convergé vers une forme de cohérence rationaliste aujourd'hui. Mais ça a mis très longtemps. Est-ce que vous pensez que le contexte, le champ dans lequel vivent des jeunes gens aujourd'hui, des jeunes filles, dans des banlieues analogues à celles que vous avez connues dans votre enfance, est-ce que pour vous, le champ dans lequel ils sont aujourd'hui est plus dangereux du point de vue du risque que présentent certaines croyances comme celles que vous décrivez qu'à votre époque? Est-ce que le numérique, par exemple, est-ce que le fait d'avoir un téléphone portable qui permet de regarder toutes sortes d'histoires est un facteur aggravant ou au contraire libérateur? Non, mais je pense que c'est un facteur aggravant, en l'occurrence. Parce que, d'abord, oui, les jeunes, ça c'est les données qui le montrent, s'informent plus que toutes les autres classes d'âge par les réseaux sociaux, mais pas par n'importe quel type de réseaux sociaux. Déjà, ce serait problématique, mais surtout des réseaux sociaux fondés sur les vidéos, en l'occurrence Instagram ou TikTok. Et il faut bien songer qu'une récente étude de NewsGuard a montré que sur TikTok, 20% des informations étaient fausses. Donc vous pouvez vous servir comme d'un moteur de recherche. Par exemple, vous tapez Ukraine, si vous avez envie d'en savoir plus sur la guerre en Ukraine. Et donc, il y a 20% apparemment de fausses informations, ce qui est colossal, hein, on ne se rend pas compte, c'est absolument colossal. Donc oui, je pense que ce qu'il faut maintenir, et puisque vous me parlez des quartiers sensibles aussi, je crois que ce qui est tout à fait essentiel, c'est pour ça que je suis un défenseur, c'est pas pour des raisons comme ça de morale politique, je suis un défenseur de la diversité. Je pense qu'il faut absolument concevoir, ça devrait peut-être être l'option politique prioritaire, penser la diversité culturelle, la diversité scolaire, c'est-à-dire ne pas laisser les individus être enfermés dans des monopoles cognitifs, c'est-à-dire où ils n'ont qu'un seul modèle. Moi, ce qui m'a sauvé dans mon cas, c'est que tout à coup, il y a eu un modèle alternatif qui s'est proposé à moi. La seule façon d'être prestigieux quand j'avais 14-15 ans, c'était effectivement de donner un peu des coups de poing, de faire un peu le dur et donc d'enfreindre la loi. Parce que c'est ça qu'on cherche quand on est adolescent. C'est surtout être respecté, être désiré par les filles éventuellement. Enfin, vous voyez, on cherche un capital symbolique. Et lorsque j'ai vu une autre façon d'être, de se tenir dans le monde, qui proposait les mêmes avantages, en quelque sorte, celle de Naïl, qui voulait pas enfreindre la loi, etc., je me suis dit, j'ai plutôt envie de lui ressembler à lui qu'à cet autre-là. Et je pense qu'il est important que les jeunes en construction identitaire aient plusieurs modèles à leur disposition, sans faire il n'est pas question de faire un choix pour eux, mais quand ils ont qu'un seul type de modèle, parce qu'ils sont dans un cluster cognitif, je pense que c'est jamais bon. Oui, mais est-ce que le cerveau humain, surtout dans ces phases de construction, est capable de gérer plusieurs clusters en même temps? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'économie psychique qui réclame qu'on se mette dans une bulle dans laquelle on se sent bien en négligeant d'aller voir toutes les autres? Oui, mais c'est là où il faut jeter de la politique. La politique est là pour nous offrir la possibilité de ne pas nous abandonner aux pires pentes de nous-mêmes. Nous sommes, je crois que en chacun d'entre nous coexistent de nombreux personnages qui sont en concurrence. Des gens bien, des gens moins bien, etc. Ça ne veut pas dire que nous sommes irresponsables des choix que nous faisons, loin de là. Mais il est évident que notre environnement, et ça c'est un peu la beauté du politique, notre environnement va savonner certaines dispositions qui sont en nous. Et je crois qu'il faut réfléchir à cet environnement et justement à proposer au moins un maximum d'offres possibles pour ne pas que nous nous enfermions en effet à une tendance que nous avons tous, c'est-à-dire dans la fréquentation de ce qui nous ressemble le plus. Qu'est-ce que vous appelez, Gérald Bronner, dans votre livre, une épistémologie humaniste? Oui, j'ai ce terme effectivement, c'est tout simplement l'idée que j'ai un peu dite déjà tout à l'heure, qu'il y a suffisamment d'humanité en chacun de nous, même dans nos différences culturelles qui peuvent être radicales, pour que nous puissions nous comprendre, dans le sens weberien du terme, c'est-à-dire dans le sens scientifique. C'est-à-dire, il n'y a pas, l'altérité n'est jamais telle que je puisse me dire, dans aucune circonstance, je peux comprendre ce qu'il vient de dire, ce qu'il pense, etc. Je veux dire, songeons aux ethnologues, aux anthropologues. Je pense à Bronisław Malinowski, par exemple, qui pendant la Première Guerre mondiale, il a passé toute la Première Guerre mondiale, lui, en Océanie, chez les Trobriandais. Et ils étudiaient pendant 4 ans, il a appris leur langage, il a dansé avec eux, etc. Il a vécu comme eux, s'est habillé comme eux. Et il a réussi à comprendre leur système mental de l'intérieur, parce que ce sont des êtres humains.
Quand vous regardez, je sais pas, si vous êtes amateur de cinéma, un film chinois ou que sais-je, ou d'une autre culture, vous êtes frappé à la fois par l'exotisme, la façon de jouer des acteurs est un peu différente, elle peut nous mettre un peu mal à l'aise, certains rituels sociaux, nous les comprenons pas toujours bien, mais globalement, cette histoire, nous la comprenons. Nous comprenons les émotions, nous comprenons les raisonnements, la trahison, l'amour, etc., etc. Eh bien, ce qui est vrai pour une culture qui est très distante, l'est probablement aussi pour des cultures qui sont distantes dans le temps. Ce que rappelait sans cesse Max Weber, c'est « point besoin d'être César pour comprendre César ». Voilà. C'est tout simplement ça que j'appelle une épistémologie humaniste. On est obligé de rajouter humaniste aujourd'hui, ça devrait aller de soi, pour rappeler ce qu'elle est. Mais vous dites quand même, en décrivant cette épistémologie humaniste, Gérald Bronner, qu'il y a des êtres humains, ceux qui s'acharnent à faire du mal, que vous avez du mal à comprendre. Oui, c'est vrai. Donnez des exemples parmi ceux que vous avez connus dans votre jeunesse, dont vous dites ils avaient quand même un truc là, à taper, à continuer à taper, alors que vous, quand vous aviez réglé votre affaire, vous partiez en courant sans inciter, d'après ce que j'ai compris. Oui. Vous avez ceux qui s'acharnent, voilà. C'est vrai, et c'est par honnêteté intellectuelle que je fais cette mention, mais je vois que vous êtes très perspicace, Étienne Klein. Non, j'ai lu. Il y a une contradiction en effet. Que j'assume mal intellectuellement, mais que j'assume en tout cas parce que je la crois sincère, c'est qu'il y a un point où j'ai du mal à comprendre les autres, en effet, c'est l'acharnement. Cet acharnement, il peut être physique en l'occurrence, mais il peut être numérique aussi. C'est des gens qui s'acharnent numériquement. Et on a du mal à comprendre. Le harcèlement, par exemple. Oui, le harcèlement. Quels bénéfices ils peuvent en tirer. Alors le harcèlement, faut distinguer parce que quelquefois on harcèle collectivement et on ne s'aperçoit pas que la petite goutte que l'on met, c'est une somme de gouttes. Donc il y a une dilution de la responsabilité morale. Par contre, le harcèlement qui insiste, c'est-à-dire la personne qui tous les jours va mettre, je sais pas, un post sur Twitter, sur machin, etc. Et ça m'est arrivé, comme je pense à vous, comme dès qu'on a un personnage public comme ça, il y a des formes d'acharnement et ça abîme quelque chose en moi. Ouais, je me dis là, j'ai quand même envie d'avoir une interprétation charitable, mais c'est difficile. Vous êtes professeur de sociologie, Gérald Bronner. Alors, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous appelez, c'est une expression que j'ai trouvée dans un autre livre de vous, c'est pas dans Exorcisme dont nous parlons aujourd'hui, mais vous parlez du sophisme de la dépense gâchée. Oui. Je peux avoir un petit cours là-dessus très rapide, bien sûr. C'est ce qu'on appelle aussi la sunk cost fallacy. Donc, c'est une traduction. Le sophisme de la dépense gâchée, c'est tout simplement, on appelle le coût d'investissement. Quand vous avez investi beaucoup, par exemple, mentalement, en termes de temps ou d'économie pour un objet, vous arrivez vite à vous convaincre que vous avez bien fait de l'acheter. Oui, j'ai vraiment bien fait, etc. Même si c'est pas si terrible que ça. C'est quand vous attendez votre bus depuis 20-25 minutes, vous dites, je vais pas partir maintenant, c'est trop bête parce que s'il arrivait. Est-ce que ça vaut aussi pour les croyances comme celles que vous avez connues? Parce que vous avez investi quand même beaucoup. Quand on voit toutes les choses que vous avez faites au nom de ces croyances pour les servir, pour fédérer des gens autour d'elles, l'équité, ça doit être terrible. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'effectivement, l'image du sophisme de la dépense gâchée peut servir aussi, pas seulement pour l'autobus, pour décrire notre engagement dans les croyances, parce qu'on s'engage, on lit des livres, et puis on s'engage par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on dit, on discute, mais si, on essaie de convaincre les autres, donc ça fait partie de notre identité. J'ai une dernière question, parce qu'on arrive tout à la fin, là. Comment vous réagirez si l'apocalypse arrive vraiment à Nancy dans les mois qui viennent? Mais je me tiens prêt à l'imprévu. Vous savez, c'est pour moi la seule position scientifique qui vaille, c'est être disponible à l'imprévu. Donc pourquoi pas? Bon, en tout cas, c'est un livre à lire. Moi, j'ai été à la fois amusé et il y a certains endroits où j'étais très ému. Enfin, c'est un livre très personnel dans lequel vous livrez des choses qui permettent de mieux comprendre qui vous êtes devenu, qui n'est peut-être pas terminé d'ailleurs. Vous êtes encore en train d'évoluer. Nous allons écouter